Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous de nouveau un robot tondeuse parce que c'est la période effectivement en ce moment et il s'agit de la marque Mammotion et plus spécifiquement du robot tondeuse Yuka Mini Series et dans sa version 800 m². Ce produit-là existe également en 500, 600 et 700 m². Les spécificités sont quasiment les mêmes hormis l'autonomie et la puissance de la batterie et un petit peu le design, la couleur même plus précisément. Ce sont des produits que vous allez trouver entre 899 et 1199 € hors promotion, sachant que la version 800 comme celle-ci coûte 1099 €. Il en existe également une version solaire de la 600 et de la 800 qui vont coûter 1168 et 1368 €. On est donc sur un produit que la marque va qualifier elle-même d'entrée de gamme en termes de tondeuse connectée sans fil et fonctionnant par GPS RTK, et on va voir ensemble ce que vaut donc cette entrée de gamme plutôt dédiée donc aux jardins de taille moyenne qui ne sont pas trop accidentés. Concernant les caractéristiques, cette tondeuse robot Yuka Mini Series 800 est donc donnée pour pouvoir tondre une surface recommandée de 800 m² et elle peut monter jusqu'à 1000 voire même 1200 m², sachant que 800 m², c'est ce qu'elle est capable de tondre dans la journée. Au niveau de la taille, elle fait 52,5 cm de longueur, 41,3 cm de largeur et 28,1 cm de hauteur. Les roues que vous voyez donc à l'arrière, ce sont deux roues motrices arrière, à l'avant ce sont des roues 360 degrés. Ces roues-là donc font 20 cm de diamètre sur 5,5 cm d'épaisseur. Et le tout est environ de 10 kg. Elle a une largeur de coupe de 19 cm et elle va pouvoir tondre de 2 à 6 cm par tranche de 5 mm, sachant qu'il y a un disque de coupe avec 5 lames qu'on verra tout à l'heure. Pour faire fonctionner tout ça, elle a un moteur brushless de 88 watts qui va être activé par une batterie qu'on peut enlever, c'est une batterie amovible, qui fait 6,1 Ah, c'est une batterie lithium-ion qui a un temps de charge de 230 minutes et qui va permettre de tondre pendant 150 minutes. Tout à l'heure je vous disais qu'il y avait effectivement différentes versions de cette Yuka Mini, la 500, la 600, la 700 et la 800. La différence est donc bien sûr l'autonomie, parce que la 500 et la 600 vont avoir une autonomie de 55 minutes pour un temps de charge de 90 minutes et la 700, elle, a une autonomie de 110 minutes pour un temps de charge de 180 minutes. Donc forcément, elles sont faites pour tondre des surfaces moins importantes, donc une batterie là aussi moins importante, parce que celle-ci fait du 21,6 volts en 6,1 ampères, la 700 sera en 4,5 ampères-heure, et les deux dernières, la 500 et la 600, en 2,4 ampères-heure. Et comme avec la Luba Mini, il existe une version H de ces robots tondeuses, c'est plutôt dédié au marché américain, où là, la hauteur de coupe n'est pas de 20 à 60 mm, mais de 50 à 90 mm. Au niveau du système de navigation, elle est donc sans fil, elle va fonctionner avec ce qu'on appelle le GNSS RTK, on reviendra dessus, mais également avec le système iVision. C'est vraiment ce double système, c'est vraiment ce double procédé qui va lui permettre de fonctionner un petit peu partout, mais ce n'est pas tout parce qu'elle a aussi la possibilité de fonctionner sans station RTK, avec ce qu'on appelle le Net RTK. Ça veut dire que si vous n'avez pas la possibilité de venir mettre la station de référence là où il faut, et que vous avez une bonne couverture 4G ou même Wi-Fi, en fonction de comment est fait votre terrain, et bien vous pourrez utiliser sans avoir à mettre de station de référence. Et ça veut dire que la mise en place est encore plus simple. Elle va pouvoir monter les pentes à 45%, c'est-à-dire 24 degrés. Je vous rappelle que 100% c'est 45 degrés, donc on va voir ça aussi de notre côté lors des tests. Et elle peut franchir des obstacles verticaux, donc des petites marches qui vont faire 3,5 cm. Pour tondre, vous avez la possibilité également de venir créer jusqu'à 15 zones avec des spécificités, des zones interdites, des obstacles, des murs virtuels, etc. Et comme avec la Luba Mini, il y a une détection active des obstacles, c'est-à-dire que si un enfant passe devant, un animal passe devant, le robot va le contourner, voire même s'arrêter. Ce système complet, c'est le Vision UltraSense AI, qui lui permet en plus de faire une cartographie automatique de votre pelouse à hauteur de 800 m² en 10 minutes, ce qui est quand même plutôt pas mal si vous ne voulez pas vous embêter à venir la piloter entre guillemets via l'application pour pouvoir faire vous-même le périmètre. Elle a également la possibilité, grâce à tout ça, de tondre sous les arbres, même si le GPS passe pas très bien. Il y a des clôtures virtuelles. Également la possibilité de couper au plus proche des bords du périmètre et même, comme avec sa grande sœur, de créer des motifs sur votre pelouse. Il y a également un système, on va le voir tout à l'heure, de coupe adaptative, même si c'est pas vraiment le bon mot, qui permet d'avoir un effet tapis, un effet moquette sur votre pelouse. Donc ce système UltraSense AI Vision va être possible grâce
à ces caméras qu'il y a ici. Ce sont en plus des caméras qui vont permettre d'avoir une vue à la première personne si vous souhaitez via l'application pour se servir entre guillemets de votre robot tondeuse comme d'une espèce de caméra de surveillance. Vous avez en plus ici un système LED pour venir éclairer, ce qui peut l'aider dans les zones obscures, par exemple sous les arbres où le GPS ne peut parfois pas bien passer. Et bien là, avec les caméras plus la LED, ça va lui permettre de pouvoir se déplacer et de pouvoir tondre sans problème en reconnaissant à la fois les obstacles mobiles et immobiles. Vous avez également ici une LED qui vous donnera le statut de connexion GPS du robot et vous avez ici un système de capteur de pluie. Donc là encore, s'il pleut, ça va faire un contact entre ces deux vis, entre guillemets, mais si ce n'est pas vraiment des vis. Et à partir de là, dans l'application, vous pourrez déterminer combien de temps le robot va rester à la base après la fin de la pluie, pour ne pas qu'il vienne couper une herbe qui est mouillée, humide et donc dense, et qui pourrait plutôt se déchirer plutôt que se faire couper. Vous avez également ici, vous voyez, une clé de sécurité. Donc ça, la clé, il faut bien l'enclencher, la mettre comme ça pour pouvoir vous servir du robot. Si jamais vous voulez trifouiller les lames sur le dessous, vous remontez bien la clé pour éviter tout risque d'accident, sachant qu'il y a également une seconde clé fournie avec si jamais vous la perdez. C'est franchement bien. Sur le dessus, le bouton d'arrêt d'urgence. Vous avez également ici le bouton marche-arrêt, le bouton Home, le bouton pour l'envoyer tondre et le bouton Start. S'il est bloqué, vous voulez le renvoyer à la base, par exemple, vous appuyez sur la maison et Start. Si vous voulez le faire continuer à tondre, vous appuyez sur Tonte et Start. Et si vous voulez redémarrer, vous appuyez longuement sur ce bouton-là. Ici, il faut appuyer et tourner, c'est le bouton pour pouvoir gérer la hauteur de coupe. Ça, je veux dire que c'est quand même un défaut de ce produit-là. Par exemple, le Luba Mini, lui, avait un système automatique de gestion de la hauteur de coupe. Le Stiga 500, qui est un poil plus cher, lui, a un système également automatique. Là, on est sur un système manuel. C'est un peu dommage parce que vous pouvez faire jusqu'à 15 zones, mais ça veut dire que si vous voulez l'envoyer sur une zone ou une autre et que vous voulez des hauteurs de coupe différentes, il va falloir venir changer physiquement cette hauteur de coupe ici. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est même un point faible, à mon sens, de ce produit-là. Alors ici, là, vous avez des espèces de plaques de fer qui sont en fait les connecteurs qui vont venir se mettre en contact avec la station de charge. À cet endroit-là, c'est un capteur infrarouge parce que comme les aspirateurs robots, la tondeuse va venir se remettre en place sur son dock de charge par un système infrarouge. Et là, pour le coup, il n'y a pas de problème d'interférence comme on peut avoir avec d'autres types de tondeuses qui ont un système d'entrée au dock basé sur un fil basse tension qui passe sous la base. Ici, c'est la batterie. Vous dévissez là et vous pouvez la changer si besoin. Ici, ce sont des LED qui donneront le statut de charge de la tondeuse quand elle sera en train de tondre. Il y a 4 LED pour avoir 4 niveaux, de 100% à 25%, sachant qu'elle va rentrer à la charge à 15%. Ici, vous avez également d'autres LED pour quand elle sera sur sa station de charge. Et là, ce que vous voyez en jaune, là, ce n'est plus ni moins que des petits bumpers. Mais attention, c'est plus pour la décoration, pour protéger, parce qu'il n'y a pas de pare-choc du tout sur cette tondeuse-là, comme on peut avoir sur d'autres produits, étant donné que tout va se faire par le système de vision. Donc il n'y a pas de capteur physique, on va dire, pour détecter les obstacles. Et au niveau du produit en tant que tel, vous voyez que c'est du plastique. C'est de l'ABS, un peu de polycarbonate, du polypropylène. On est sur quelque chose de relativement solide et qui va résister aux UV et aux intempéries, sachant que de toute façon, elle est IPX6, donc elle peut rester sous la pluie. Il n'y a pas de problème, même si vous pouvez trouver des versions avec des espèces de garage pour la protéger un minimum. Et vous voyez que les roues là, il y a quand même ce qu'il faut. On a des vrais crampons qui font quasiment 1 cm d'épaisseur, donc même si elle n'est pas faite pour les terrains les plus accidentés, elle est quand même faite pour tenir un minimum la route. C'est pas des petits crampons qui n'ont aucune utilité, là on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Jetons un petit coup d'œil sur le dessous du robot. On a ici une poignée avec un espèce de peigne. C'est un peigne anti-scalping plus ou moins, c'est-à-dire que le but ça va être de redresser un petit peu l'herbe pour que ça la coupe un peu mieux. Nous avons ici les roues 360. Bon, vous voyez que c'est pas non plus des roues exceptionnelles. Là, c'est du plastique. Elles font 10 cm de diamètre sur 5 cm de largeur. On a ici le plateau de coupe, sachant qu'il y a également un jeu de lames offert avec la tondeuse. Et vous avez, comme vous voyez ici, le système dont on parlait tout à l'heure, qui permet de venir adapter au mieux la coupe pour essayer d'avoir une coupe uniforme, même si le terrain n'est pas toujours très droit. Ça va venir se mettre au maximum sur le sol, ça va remonter ou ça va descendre.
et ainsi vous allez avoir un rendu relativement homogène de la coupe. C'est ce qu'ils appellent l'effet moquette, l'effet tapis. Alors voici la station de charge, elle va faire elle de son côté 61,5 cm de longueur, 43,5 de largeur et 28 cm de hauteur, sachant qu'elle est en deux parties. Voilà, il y a cette partie-là qu'il va falloir venir visser en fait directement dessous. Ici, les taquets sur lesquels vont venir se mettre les deux connecteurs qu'on a vus sur la tondeuse. Ici, les butées pour les roues. Vous avez là, mais également ici, les capteurs infrarouges pour permettre la rentrée à la station du robot tondeuse. Et vous avez là, vous voyez, un premier câble qui fait à peu près 5 mètres, qui va venir se relier directement au secteur grâce à une rallonge qui est fournie. Donc vu la forme en fait, vous voyez en forme de triangle, il n'y a pas vraiment de risque de se tromper. Vous avez également une autre rallonge de 5 mètres ici qui va venir se mettre là, et c'est ce qui va permettre de rattacher le tout au niveau de la station de référence. Mais si vous souhaitez mettre la station de référence à part, vous avez également la possibilité de la brancher avec un autre système de rallonge et de chargeur qui est fourni également ici. Donc grâce à ça, vous pouvez mettre votre station RTK d'un côté et la base ailleurs, sachant que vous avez jusqu'à 5 km de portée, donc 4G d'une manière générale, parce que la RTK et la base, plus le robot, vont communiquer entre eux, soit avec le 4G, soit avec Datalink. Grâce à la radiofréquence, le système LoRa, donc le Datalink, si jamais votre 4G n'est pas suffisante en fait. Mais il faut toujours faire des tests, voir si effectivement c'est bien le cas chez vous, et si c'est bien surtout développé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la station de référence. C'est grâce à ça que va se faire la communication GNSS-RTK. Donc GNSS, en fait, c'est le GPS, c'est Galileo, c'est tout ça. Et le RTK, c'est un autre système de positionnement qui va rendre l'ensemble beaucoup plus précis, à quelques centimètres, alors que le GPS, lui, est précis à quelques mètres. Donc comment est-ce que ça va se passer? En fait, c'est relativement simple. Vous allez mettre la station en place. Elle va connaître son positionnement avec précision. Et ensuite, elle va analyser les données GPS qui arrivent pour pouvoir déterminer avec précision les erreurs qu'il y a entre l'emplacement réel du robot et l'emplacement qui est donné par le GPS, parce qu'il y a toujours des erreurs qui vont être liées à l'atmosphère, aux satellites, etc., etc. Donc c'est ce système-là, le système RTK, qui permet d'avoir quelque chose de bien plus précis. Cette station, soit vous la mettez pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le système Net RTK, soit vous la mettez en place, mais il va falloir la mettre sur un espace dégagé. Il faut un angle de 90 degrés minimum de ciel visible avec la station. Il faut que le chapeau qu'on a là, le petit champignon, soit lui aussi bien à plat. Et vous pouvez soit venir la mettre sur un toit, sur un faîtage, ou également la mettre directement dans l'herbe. Et pour faire ça, vous avez là une espèce de pieu que vous allez visser dessous. Et vous rentrez ça dans le sol. Et ici, là, c'est l'antenne GPS que vous allez venir mettre à cet endroit-là. Ça et ça se visse. Et vous avez ici un système comme un trépied pour appareil photo, où vous allez venir fixer directement la station de référence. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller installer l'ensemble sur le terrain et ensuite appairer le robot sur l'application MaMotion qui va permettre de le piloter et de le paramétrer comme on souhaite. Donc là, la base est mise en place. Pas de difficulté, vous pouvez la mettre où vous voulez pour le coup. Ensuite, vous avez ici le raccord pour pouvoir venir y mettre la base de référence. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Les deux parties sont vissées et maintenant, il faut mettre en place la base en tant que telle. On raccorde la rallonge. Comme ça, ça résistera à l'humidité et on s'attaque ensuite à la mise en place sur le terrain. Et voilà. Pour faire l'installation, il faut aller sur l'application MaMotion, faire ajouter et activer votre Bluetooth. Et là, vous allez avoir différents produits qui vont apparaître, le robot et la station de référence. Et si votre Wi-Fi est disponible, vous pouvez directement venir les connecter en Wi-Fi. Ça dépend de l'endroit où vous avez mis le robot, par exemple. Vous allez faire ça pour le robot, mais aussi pour la station de référence dans un second temps. Sinon, vous pouvez complètement chanter ça et faire directement une association en utilisant le 4G, tout simplement. Bon, c'est pas obligatoire, mais les deux vont se faire automatiquement. Et vous voyez que vous avez des mises à jour qui sont à faire. Là, c'est pour la station de référence. Et dans un second temps, vous aurez la même chose ensuite
pour le Yuka en tant que tel. Bon, ça prend vraiment très peu de temps, il faut compter, allez, on va dire 5 minutes peut-être, et encore en étant large. Ce qui va prendre le plus de temps, ça va être l'installation et la mise à jour du robot en tant que tel, parce que la mise à jour du robot va se faire en Wi-Fi. Et là, il faut du temps, parce que si vous n'avez pas de Wi-Fi à proximité, il va falloir venir le mettre ailleurs. Là, c'est différents types de connexions que vous pouvez avoir, soit le net RTK, soit accès Internet, soit en data link, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez une vision ici de vos différents accès, donc le Wi-Fi, le 4G, le Bluetooth, mais également vous pouvez choisir ce que vous allez positionner en data link ou pas. Moi, j'ai choisi un positionnement RTK standard. Et là, vous voyez, on est donc sur une mise à jour. Ça peut prendre du temps, comme je vous le disais, parce que ça se fait qu'en Wi-Fi et seulement en Wi-Fi. Donc ça, c'est franchement un petit peu dommage. Et là, pour le coup, ça peut prendre 10 bonnes minutes. Ça va être ça, en fait, le plus long dans votre installation. Sinon, pas de problème. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et une fois qu'il est installé, vous allez pouvoir créer des zones. Donc pour ça, vous allez sur définir une carte. Vous voyez un peu différents tutos. Et là, vous faites commencer la cartographie, ça vous explique comment faire. Soit vous allez le faire en fait en manuel, c'est le plus simple en fait dans la façon de faire. Soit vous faites une cartographie automatique. Moi, vu le terrain que j'ai préféré la cartographie manuelle. Donc vous l'emmenez en pilotant comme un joystick jusque à l'endroit où vous voulez faire commencer votre terrain. Vous faites commencer à cartographier. Vraiment, vous faites comme dans un jeu vidéo. Et vous voyez, ça se fait. Bon là, il y a quand même un petit peu de chemin parce que je vais faire quasiment 1000 mètres carrés, rien que comme ça. Et là, voilà, une fois que vous arrivez à votre point de départ, vous faites enregistrer. Surtout, ne faites pas abandonner, sinon c'est mort. Vous allez recommencer. Et voilà, votre zone est faite. Et vous pouvez faire comme ça une zone, deux zones, etc. Et vous pouvez faire également des zones interdites. Donc là, je vais vous montrer comment faire. C'est exactement la même chose. Vous emmenez votre robot en le pilotant jusqu'à la zone que vous voulez exclure, vous faites commencer la cartographie de la zone interdite, et vous tournez autour. Là, il est un petit peu en haut, ça se voit pas trop, je suis désolé, ça se voit un peu plus à la fin. Et voilà, quand c'est fini, vous faites enregistrer, et c'est fait. Vous pouvez faire comme ça plusieurs zones si vous souhaitez. Alors voilà la zone où on va le faire tondre. Donc vous voyez, il y a des pierres, voilà. Il y a quand même de quoi faire. Il y a aussi une barrière. Je l'ai fait passer derrière. On va voir comment est-ce qu'il va s'en servir. Là aussi, j'ai mis une zone d'exclusion à cet endroit-là. Là également. Et vous voyez que par là-bas, on a quand même une pente assez marquée. Donc là, c'est l'état du terrain. Il y a quelques champignons, vous voyez, parce que je vais laisser pousser justement pour voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Comme ça permettra à la fin d'un premier passage, on va voir d'une manière générale comment est-ce qu'il a tondu. Vous voyez, l'herbe est un petit peu haute. Voilà, et j'ai fait au bout du verger une seconde zone petite, parce que sinon j'allais dépasser les 1200 mètres carrés, qui est le maximum qu'il peut faire. Donc c'est ce qu'on voit tout au bout là-bas, une petite zone que j'ai rajoutée. Là aussi, où c'est pas forcément facile. Donc, désolé, la caméra bouge. Il y a un petit peu de vent également. Donc là, voilà, c'est cette zone-là que j'ai rajoutée. Voilà, et vous voyez que là, l'herbe est encore un peu plus haute. Et en plus, pas forcément simple d'accès également. Donc là, il n'a pas encore tondu, mais je regarde si la rentrée à la station de charge se fait sans problème. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est par capteur infrarouge. Là vous ne le voyez pas sur l'écran, mais en fait il se présente de l'arrière. Voilà, donc en fait s'il rentre bien la base, ça veut dire que déjà l'acquisition est bien faite parce qu'il retrouve la base. Donc le système GPS fonctionne et ensuite le système infrarouge fonctionne également. Débuter le chargement. Et voilà. Là, vous voyez, en pleine nuit, on voit vraiment les différentes LED qui sont affichées sur le robot, aussi bien sur les côtés que sur le dessus et sur la station de charge. Alors pour le paramétrage, on va sur la page d'accueil, on va commencer par faire une nouvelle activité. Donc vous allez sur Nouvelle activité et ça va être en fait
la création d'un travail régulier à faire. Vous sélectionnez les zones que vous voulez tondre. Là, j'en ai deux parce que j'ai fait deux zones tout à l'heure avec un chemin d'accès entre les deux. Vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez qu'il roule, l'espacement entre ces trajectoires et l'angle de coupe. Et si vous allez sur plus, vous avez plusieurs types de tonte. Vous voyez, une tonte en damier, une tonte en quadrillé, une tonte en zigzag, etc. Vous pouvez même déterminer le nombre de fois où il va passer autour des zones interdites. Pareil sur les bordures. La même chose sur la façon de tondre. Est-ce qu'il commence d'abord par le périmètre, ensuite par des zigzags, c'est-à-dire par la zone de tonte, la surface en tant que telle, et donc les différentes trajectoires qu'il peut faire. Donc ça, c'est franchement très bien. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez créer pour vraiment faire une tonte qui vous intéresse. Là, on va dire qu'on est sur le travail de base. Ensuite, il faut déterminer des fréquences. Soit c'est hebdomadaire, lundi, mardi, mercredi, ou des intervalles fixes, c'est X jours. Le 31, le 1er, le 15, etc. Si vous êtes sur l'hebdomadaire, vous venez choisir une heure de début, et ensuite les jours auxquels le robot va passer. Et ça, ensuite, vous validez. Il n'y a pas d'heure de fin, parce qu'en fait, vous allez déterminer des horaires, on verra ça tout à l'heure, pendant lesquels le robot ne tournera pas. Et là, vous avez créé une activité. Donc, vous voyez, c'est très simple. Si vous avez plusieurs zones, vous pouvez en créer 2, 3, 4, 5 en fonction des zones que vous avez. Ensuite, les périodes sont comptes. C'est ce dont je vous parlais. Là, dans mon cas, je vais dire qu'entre 22h et 8h du matin, par exemple, eh bien, il ne va pas tondre. Voilà, 7h59 précisément, parce que si je mets à commencer à 8h alors que ma fréquence commence à 8h aussi, ça va se chevaucher, il ne se lancera pas. C'est dommage. Vous pouvez choisir d'activer les LED, l'éclairage automatique, d'activer le détecteur de pluie, et la façon de faire les demi-tours. Soit c'est demi-tours multipoints pour avoir une bonne tonte, soit c'est juste un virage en U, tout simplement. Il y a également la possibilité d'aller à la station de charge. Est-ce que c'est en suivant le périmètre ou est-ce que c'est direct? La vitesse de la lame, ça c'est bien, c'est-à-dire soit elle va très vite, moyennement vite, ou pas vite du tout. Pareil pour la faune, soit vous mettez la lumière et il va doucement, soit il ne tombe pas la nuit, tout simplement. C'est pas mal pour les hérissons. Donc il y a pas mal de possibilités, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également choisir la voix du robot, mais aussi le mode de positionnement. Là c'est antenne sur internet, mais on peut avoir le NetRTK ou le Datalink. Pour l'application, il y a un peu moins de choses, mais ce qui est le plus important, c'est la vitesse à laquelle vous voulez qu'il fonctionne quand vous pilotez en manuel, et le type de carte. Est-ce que c'est une carte qu'on a vue là en couleur, ou sinon avec une vue GPS. Et les unités que vous pouvez également gérer. En allant sur les autres paramètres en haut à droite, vous avez plus de choses, où vous avez des présentations sur la version du robot, les mises à jour automatiques si vous souhaitez ou pas également. L'entretien, ça vous donne le nombre de kilomètres qu'il a fait, le nombre d'heures dans lesquelles il a tondu, et pourra activer ou pas le remplacement des lames au bout de 100 heures. Donc là, ça va juste vous en informer. Bon là, effectivement, c'est le tout début, donc il n'a pas encore fait beaucoup de travail, on va dire. Vous pouvez aussi télécharger les journaux, revenir sur les paramètres réseau, etc. En allant ensuite sur la carte, là vous cliquez en fait sur le robot en tant que tel, et vous voyez là j'ai fait deux zones avec ce que vous voyez en orange, c'est un passage entre les deux zones, parce que sinon il ne pourra pas accéder d'une zone à l'autre. Et là je suis sur un mode de vue standard. Vous avez également la possibilité, vous voyez, de rejouer, de revenir entre différents paramètres. Et là, en allant sur carte, vous pouvez créer d'autres choses, comme par exemple des visuels, voilà, des ballons, du texte, etc. C'est plutôt sympa en fait si vous voulez personnaliser votre pelouse, votre jardin d'une manière générale. En allant sur créer, vous pouvez faire un corridor, comme j'ai dit, les zones interdites, créer des zones supplémentaires, et vous pouvez même modifier vos zones, les supprimer ou autres. Si vous le faites tondre, ça envoie la tonte. Si vous le faites manuel, ça va faire un pilotage manuel. Et là, c'est la vue à la première personne. En revenant ensuite sur l'application, si vous cliquez sur le nom du robot, vous avez une vue sur tous vos paramètres de positionnement, avec le Wi-Fi, le 4G, etc., etc. Le nombre de satellites qu'il peut y avoir, l'intensité du signal. Donc là, c'est en se basant là-dessus que vous allez choisir si vous passez sur du Datalink, NetRTK ou autre. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Sur l'antenne, c'est beaucoup plus limité, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis la renommer, faire une mise à jour automatique s'il y a. Mais voilà,
On est sur quelque chose qui est... en même temps, sur le principe, c'est normal, quoi. L'antenne, elle va servir de relais. C'est pas quelque chose que vous avez utilisé tous les jours. Et si vous avez plusieurs robots, vous pouvez comme ça passer de l'un à l'autre en balayant. Pour lancer une tonte, vous appuyez sur démarrer. Ensuite, vous venez régler manuellement la hauteur de coupe et il y a un ensemble de checks qui se font pour voir si vous pouvez vous en servir sans problème. Quand l'activité est en cours, vous pouvez faire pause, puis interrompre et le renvoyer à la charge si vous souhaitez ou recommencer. Donc il est parti tondre et en fait il va commencer par l'endroit le plus loin de la base, ce qui semble relativement logique sur le principe. Donc là vous voyez on est sur une partie de terrain qui est vraiment pas simple. En fait c'est un bout de champ tout simplement. Et il s'en sort plutôt pas mal, j'ai mis à 2 cm. Et il ne fait pas non plus énormément de bruit. C'est plus le bruit de l'herbe qui est coupé qu'on entend plutôt que le bruit du moteur. On est toujours sur la même zone, donc un bout de champ. Et il y avait quand même de l'herbe qui était assez haute. Et là, vous voyez, il a fait vraiment un excellent travail. J'ai malgré tout dû mettre ici une petite protection parce qu'il y avait coupé cet arbre qui est en train de repartir. J'avais pas mis de zone d'exclusion. Par contre ici j'en ai mis une et là vous voyez ça fonctionne sans problème. Il s'arrête vraiment là où il faut. C'est le matin, il y a un petit peu de rosée mais il passe quand même. Et là pour le coup on voit très bien la démarcation et la qualité de la coupe. Il y a juste sur les côtés là comme vous voyez où c'est un petit peu limite. Mais c'est normal parce que là, vu comment il passe, il est vraiment complètement penché de côté. Et c'est toujours une zone où les robots tondeuses ont vraiment du mal. De l'intérêt d'avoir à côté soit un coupe-bordure, soit une tondeuse électrique ou thermique pour pouvoir finaliser tout ça parce que là, pour le coup, il ne peut pas le faire. Mais vous voyez que c'est franchement très très net et il n'y a pas vraiment de loupé. C'est un excellent travail. Et toujours avec très peu de bruit. On voit bien l'herbe qui est éjectée derrière. Il fonctionne vraiment très très bien. Alors on va voir comment il va se sortir de ce type de terrain. Il y a pas mal d'aiguilles de pin et ça va sûrement glisser, on va voir ça. Ouais, ça l'envoie un petit peu de côté, mais au final, il s'en sort pas trop mal. On va voir sur le retour. Ah, au final, ça va. Les roues arrière font leur office. Donc là également, vous voyez qu'il s'en sort plutôt pas mal. On est quand même sur un terrain qui est très pentu. Et malgré tout, il ne bouge pas tant que ça, il arrive à maintenir la ligne. Il est au-delà normalement de ce qu'il peut faire, donc là aussi plutôt bien. Et là, si vous regardez bien, il y a le patin dessous qui vient s'adapter au terrain pour avoir une coupe toujours à peu près homogène. Voilà comment est-ce qu'il gère les virages en pente. C'est pas évident pour lui, comme vous pouvez le voir. Là, il est vraiment dans ses retranchements. Mais ça passe. Là, on va voir comment est-ce qu'il va éviter un poteau. Donc là, vous voyez, tout se fait grâce à la vision et pas par une détection physique. Pas de bonne peur, rien du tout. C'est vraiment le système de vision qui va lui faire changer de route pour ne pas venir se cogner dedans. Et donc il y a toujours la même question, est-ce qu'il nous évite bien? Eh bien oui. Vous voyez. Donc que ça soit un obstacle fixe ou mobile comme moi, il n'y a pas de problème. Et il va recalculer sa route, en fait, son parcours pour reprendre là où il devait être à l'origine. Donc ça aussi, c'est un très gros point fort. Une zone d'exclusion. Il contourne le nain.
Voilà. C'est propre. Et pourtant, vous voyez que le terrain est quand même pas mal accidenté. Et voilà. Mission accomplie. Donc là aussi, on est sur une zone d'exclusion. Vous voyez, il passe au plus près. Donc il suit vraiment le tracé que j'ai fait. Bon là c'est pas évident parce que aussi des feuilles sèches qui sont dessus. Mais c'est quand même relativement précis et au final dans l'ensemble très propre. Donc vous voyez là il termine le tour. Donc là, hop, il y avait vraiment un gros tas d'herbe, il a été coupé sans problème. Et là c'est moi qui me suis peut-être un petit peu trompé là sur le bord effectivement parce que j'avais peur qu'il se racle un peu trop sur la pierre. Et vous voyez déjà sur le côté il a déjà des marques, hein. Je l'ai fait passer un peu trop près des pierres à certains endroits lorsque j'ai tracé les zones d'exclusion, ce qui est dommage. J'en profite aussi là pour bien vous faire penser à nettoyer le capteur infrarouge qu'il y a derrière le robot. Parce que si ce capteur vient à s'encrasser, avec le temps, hein, ça arrive forcément, eh bien vous allez avoir à un moment ou à un autre une difficulté pour qu'il puisse retourner à la base. Donc ça, en général, vous avez un message d'erreur, vous êtes prévenu, mais mieux vaut prévenir que guérir, donc n'hésitez pas à venir les nettoyer régulièrement, tout comme il faut nettoyer les roues. Là vous voyez que ce matin, comme l'herbe était un petit peu humide, bon, ça a mis pas mal de saleté sur le côté de la roue gauche. Voilà, donc n'hésitez pas à passer un chiffon régulièrement sur le capteur, aussi bien celui de la base que celui du robot. Là, avec ce type de parterre, avec ces fleurs, on va se rendre compte si vraiment il coupe bien ou pas. Il va passer sur le bord de ces fleurs. Et voilà, effectivement, voilà la suite du massacre. Et a priori, il n'y a plus vraiment de survivantes. Ah si, celle-ci, qui est vraiment passée sur les roues. Mais de toute façon, il venait finir le travail. Donc vous voyez, sa façon de faire est assez particulière, parce que comme on l'avait déjà mis en avant, il fonctionne par zone. Là, par exemple, il est en train de tondre ici. Alors que là, vous voyez, il y a encore un bout qui n'a pas été tondu. Mais si on regarde ici, il a déjà commencé. Donc c'est vraiment un mode fractionné, mais au final, l'ensemble est quand même tondu, et tondu convenablement, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que franchement, il n'y a pas vraiment de loupé. Et on voit bien en plus derrière l'herbe qui est éjectée. Et c'est relativement égal, hein. Donc les bandes que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que l'herbe qui était relativement haute, qui est éjectée sur le côté et qui en séchant fait ces petites bandes. Et on voit clairement une différence nette entre ce qui a été tondu et pas tondu pour le coup. Voilà, vous voyez que franchement le résultat est plutôt bon. Vous pouvez voir, le robot est passé sur la totalité des 1200 m² à peu près. C'est la zone que je avais délimitée. Le résultat est plutôt pas mal. Donc il y a des zones où effectivement il n'était pas passé du premier coup, mais comme je lui ai mis un motif à damier, il est passé sur le retour. Bon, le motif à damier c'est pas mal parce que ça permet d'éviter les zones en fait où potentiellement il a pu laisser quelque chose, mais ça prend sur le principe 2 fois plus de temps. Voilà, donc ça c'est un point sur lequel on reviendra parce que ça fait un petit peu l'impression en fait certaines zones d'exclusion, comment dire, un petit peu comme une lumière qui va passer à travers quelque chose. Vous avez une ombre et derrière cette ombre en fait des fois il ne passe pas vraiment. C'est un peu dommage, d'où le fait en fait de faire un motif en damier. Bon, ça serait bien d'améliorer ça sur le principe.
et vous voyez que le résultat est plutôt pas mal. Franchement, c'est très très bien. En plus, avec sa façon de tondre, cette espèce de fer à cheval en fait, qui est au niveau du plateau de tonte, permet en fait d'avoir vraiment une tonte homogène, une hauteur homogène, quelles que soient en fait les dénivellations que vous pouvez avoir, en particulier les trous qu'il peut y avoir. Là, sur le principe, vous voyez que le résultat est plutôt bon. Et là, si on regarde un peu plus en détail, même au niveau des poteaux de la clôture, il est passé sans aucun problème. Et même sur des pentes où normalement il ne devrait pas pouvoir passer, ça ne lui pose pas de soucis particuliers, même si clairement c'est un petit peu limite, on est d'accord. Mais vous allez voir, voilà, vous voyez que là, la pente est quand même très très importante. Et malgré tout, si on regarde, il a plutôt pas mal tondu, même ici. Donc oui, c'est à éviter parce que il peut potentiellement se bloquer, mais sur le principe, il est aussi capable de le faire. C'est plus simple, on va dire, de le faire passer de façon horizontale que de façon verticale. De façon horizontale, il arrive à revenir sur sa ligne. De façon verticale, des fois, ce qui va poser problème, c'est en fait le demi-tour qu'il y a à faire. Voilà. Et puis, si l'herbe est un peu mouillée, il va avoir des difficultés à monter. Mais sinon, ça pose pas de soucis particuliers. Donc le résultat, franchement, est plutôt bon et c'est même assez bluffant. Alors, si vous vous posez la question de la nécessité de changer les lames, voilà une lame qui a été utilisée à peu près 150 heures. Vous voyez que là, pour le coup, je risque pas grand-chose. Voilà. Et ça, c'est une lame neuve. Donc sur le principe, vous les changez de sens au bout de 50 heures. C'est-à-dire, en fait, elle est fixée comme ça avec la vis. Vous l'enlevez et vous allez la mettre comme ça. Et ça va lui permettre de tondre parce que vous avez forcément deux côtés. Vous pouvez également, si vous souhaitez, venir les aiguiser également. Mais bon, au niveau du temps passé, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Vous pouvez également voir l'état des vis. Là, il n'y a quasiment plus rien du tout. C'était difficile de l'enlever. Là, on est sur une vis neuve. Donc forcément, la différence de coupe, elle est là. Là, ça fait pas grand-chose. Là, voilà, il n'y a rien à voir. Donc ce qui veut dire qu'au final, si vous utilisez des lames comme ça sans les changer régulièrement, vous allez avoir une coupe qui va être vraiment pas belle du tout. Ça va arracher l'herbe à certains endroits, plus que la couper. Il y a des endroits où ça ne va même pas du tout couper. Vous avez vu que là, je risque vraiment rien à passer le doigt là-dessus et à appuyer. Donc pour le coup, ça ne sert à rien du tout. Donc si vous vous rendez compte que la qualité de la coupe n'est plus là, regardez vos lames, changez de sens dans un premier temps et ensuite changez-les. C'est à peu près à faire toutes les 100 heures. Vous pouvez trouver des packs sur internet. Après plusieurs jours d'utilisation du Yuka Mini 800, cela va nous permettre de faire un retour de ce qui va bien dessus, de ce qui va un petit peu moins bien. Mais d'une manière générale, le résultat est vraiment très positif. Vous avez pu voir la qualité de la tonte. C'est vrai qu'ils mettent en avant un espèce d'effet moquette. Et pour le coup, il est en partie ici, c'est vraiment très bien, et ça c'est grâce au système que j'appelle fer à cheval, mais c'est pas vraiment un fer à cheval, mais que vous devinez là à peu près dessous là, et ça effectivement ça permet de venir absorber les dénivellations, du moins les bosses, les creux qu'il peut y avoir sur une petite surface, pour avoir une qualité de coupe qui est homogène. Le résultat, le rendu est très bien. À l'utilisation, il n'y a pas de problème particulier, le robot ne se bloque pas, hormis à certains endroits si vraiment le terrain est trop accidenté. Là vous voyez qu'on l'a quand même mis sur un terrain qui est assez compliqué pour lui, mais ceci dit, il a fait malgré tout un excellent travail. Il est resté bloqué en tout et pour tout une seule fois, à un endroit où effectivement il était coincé entre un poteau, une dénivellation beaucoup trop importante, et là ça n'allait pas. Il avait eu aussi un petit problème, c'est qu'il était passé sur une pomme un peu grosse et ça avait bloqué la lame. Donc là, pour éviter de tout casser, il s'arrête. Donc il y a quand même des sécurités qui sont plutôt bien, mais j'ai été vraiment très surpris de sa capacité à monter les pentes qui vont bien au-delà de ce qui est annoncé dans la spécification. On l'a fait tourner sur à peu près 1200 m², il a fallu à peu près 3-4 jours. Il fait 800 m² par jour, c'est sa vitesse de base, et donc en gros il faut une journée et demie pour qu'il fasse 1200 m². On est sur 3 jours, mais plutôt 4, avec le fait qu'il y a une mise à jour à faire. La mise à jour, pour le coup, il arrête ce qu'il a fait, il faut refaire une réinitialisation de son travail, donc il a recommencé à zéro. Et puis bien entendu, il y a les temps de charge, il y a aussi le fait qu'on ne le fait pas tourner nuit et jour, enfin en tout cas pour moi, et donc à partir de là, il lui a fallu à peu près
4 jours parce que je l'ai fait faire en mode quadrillé, donc ça double le temps. Il y avait effectivement des zones où il avait du mal à passer. J'ai remarqué ça, quand vous faites une zone d'exclusion, ça donne un petit peu un effet ombre. C'est pas très clair, mais en gros, vous éclairez une zone d'exclusion avec une lampe et derrière vous avez de l'ombre. Et j'ai remarqué que ces zones-là, eh bien parfois il ne va pas passer comme il faut dessus. C'est peut-être pas la bonne explication, il n'y a pas d'effet ombre à proprement parler, mais je les voyais vraiment dans les alignements des zones d'exclusion. Est-ce que ça vient du fait qu'il a fonctionné des fois par zone? Des fois il va venir couper, scinder la zone qu'il a à tondre et il y a des petits oublis. En faisant le quadrillage, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous le faites qu'un passage simple, là pour le coup ça va être la prochaine fois où il va venir passer dessus. Ça, faut faire attention, ça peut être des petits loupés, mais au final avec le quadrillage, pas de problème. Au niveau des choses qui pourrait être aussi amélioré, c'est le fait que le réglage de la coupe est manuel. Ça, c'est dommage, parce que sur le principe, vous pouvez faire plusieurs zones, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il va falloir venir régler la hauteur de coupe à la main si vous souhaitez avoir des hauteurs de coupe différentes en fonction des zones. Vous pouvez, suite à une mise à jour, venir modifier la vitesse de rotation de la lame. Et ça, c'est pas mal, parce que si vous avez une herbe dense, ça va toujours beaucoup mieux couper si la vitesse de rotation est élevée. Par contre, bien entendu, ça va utiliser un peu plus de batterie. Il y a aussi un autre point que je n'ai pas montré, parce qu'au final, on est exactement dans le même cas que ce qu'on avait eu avec le Luba, c'est que le fonctionnement à la voix avec les assistants vocaux, pour le coup, ne fonctionne pas. Par contre, vous pouvez quand même gérer via l'application de votre assistant vocal. Il y a quelques possibilités, comme faire la tonte, etc., etc. Ça reste basique, mais sur le coup, c'est que sur l'application, donc il n'y a pas d'utilité, parce que à partir de là, autant partir sur l'application MamMotion tout simplement. Et on a fait à peu près le tour. Vous voyez qu'on est sur un produit qui, au final, est quand même très très bien. En tout cas, j'en suis vraiment très très satisfait et je ne m'attendais pas à un tel résultat et à un tel effet moquette sur un terrain comme celui-ci. Franchement, c'est nickel. Que dire en conclusion du test de ce Yuka Mini 800? C'est un produit qui nous a tout simplement bluffé. Vraiment, je me répète, mais la qualité de la tonte est très très bien. Il a une cartographie qui est excellente, une géolocalisation qui est également parfaite. Il passe au bord du périmètre de tonte, il passe également au bord des zones d'exclusion. Il n'y a pas de loupé. Il a une détection active d'obstacles qui est vraiment très intéressante, tout comme le Luba Mini. Ça veut dire qu'il va détecter à la fois les obstacles inamovibles, comme un arbre, une chaise ou une grosse plante, mais également les obstacles mobiles, un ballon qui passe, un enfant, un animal, etc. Alors à noter que si vous ne voulez pas que la nuit il fasse du mal à des hérissons ou d'autres bêtes qui peuvent se balader comme des blaireaux ou autres, il y a le mode nuit où vous pouvez non seulement allumer la lumière LED, mais en plus le faire passer à vitesse réduite. Donc là avec ça les animaux ont le temps de partir, mais le mieux ça reste quand même de ne pas tondre la nuit. Il ne fait pas de bruit, ça c'est clair, il n'y a absolument rien à dire dessus. On a vraiment cette qualité de tonte qu'ils appellent la tonte tapis moquette. Vous voyez avec le système de fer à cheval, je reviens encore dessus mais je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, et bien ça va venir absorber les variations de terrain sur une petite surface et avoir une tonte plus ou moins homogène sur la hauteur. Donc ça c'est franchement nickel. Pour revenir un peu à sa géolocalisation, vous avez vu que l'installation est très simple. Le mieux reste de faire le tour de la zone à tondre en utilisant le joystick de l'application. Il se conduit quand même relativement bien, un peu moins bien malgré tout quand même que le Luba Mini parce que lui n'a que 2 roues motrices. Donc ça se voit vraiment qu'on est sur des terrains un peu pentus, des virages un peu difficiles. Mais d'une manière générale, il s'en sort très bien parce que vous avez vu lors des tests que le terrain qu'on a ici est quand même très compliqué, ne serait-ce qu'avec les poteaux de clôture, les rochers qui affleurent, les plantes, les massifs, etc. Sachant que le robot va faire 5 trillions de mesures à la seconde. Alors 5 trillions, c'est l'anglo-saxon, donc c'est 5 milliards de calculs à la seconde. C'est quand même un chiffre assez faramineux qui lui permet en fait de vraiment bien détecter tout ce qu'il a à détecter et de bien se localiser. Si ce n'est que si vous êtes sur des obstacles qui sont bas au sol, il va pas forcément les voir. C'est le cas de quelques pommes que j'avais parce qu'il y a un verger juste à côté et les pommes qui tombent sur la pente justement, il les voyait pas forcément, il vient dessus. La plupart sont coupées mais quand elles sont trop grosses, ça peut bloquer les lames. Donc là vous allez avoir un message d'erreur. En plus il est vraiment polyvalent dans le sens où vous pouvez l'utiliser soit en NetRTK, soit en Datalink, soit en GNSS RTK. Donc il y a toujours une possibilité. Si vous avez un réseau 4G qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Sinon il y a le Datalink et si le
GPS passe là aussi parfaitement, et bien vous allez utiliser le GPS. Attention quand même cependant, c'est que le 4G est gratuit pour 2025 quand vous achetez le robot, mais ensuite c'est un abonnement. Ça c'est dommage parce que certaines marques le font gratuitement et ce 4G permet vraiment de s'en servir à distance, de voir également via les caméras à l'avant du robot ce qui se passe. Même si j'ai remarqué que depuis les mises à jour, ce système de vision à la première personne fonctionne beaucoup moins bien. On a du mal à accrocher et la remontée visuelle n'est pas si bonne. Ces mises à jour permettent aussi de vous venir faire varier la vitesse de la lame comme on souhaite. Donc ça c'est très bien en fonction de la densité de l'herbe que vous avez. Par contre, ce qui est dommage, mais on reste sur entre guillemets un premier prix, la variation de la hauteur de tonte va se faire que en physique, avec la petite molette du dessus. Ça veut dire que si vous faites différentes zones à tondre, et bien derrière, soit vous utilisez la même hauteur de tonte partout, soit si vous faites des planifications de tonte, et bien il ne va pas falloir oublier de venir à chaque fois changer la hauteur de tonte manuellement pour ne pas se tromper dans ce qu'on veut faire. C'est dommage, tout comme la partie pilotage à la voix avec les assistants vocaux qui ne fonctionne pas non plus. Vous pouvez vous en servir par l'application, mais il n'y a aucun intérêt d'utiliser l'application Google ou Alexa si c'est pour faire la même chose que ce que vous pouvez faire, même en mieux, via l'application de la marque. Au niveau de l'autonomie, on est à peu près sur ce qui a été annoncé, 2h30 de tonte, il n'y a pas de problème. Ça peut être un peu en dessous si vous mettez la vitesse de la lame assez forte ou s'il y a beaucoup de pentes ou des choses comme ça. Au niveau du temps de charge, j'ai pas l'impression d'être sur les 3h30, 4h qui sont mentionnés, j'ai l'impression d'être un peu en dessous, mais j'ai peut-être pas fait attention. Ceci dit, c'est largement suffisant pour faire une tonte de 800 m² dans la journée comme c'est annoncé. Là, à partir de là, il n'y a absolument aucun problème. Donc au final, c'est quand même un produit que la marque va considérer comme un premier prix, qui est à peu près à 1099 € dans sa version 800 m², mais pour le coup, il est bien au-delà de certaines autres marques qu'on va trouver qui sont au même prix, voire un tout petit peu plus cher. Là, avec le système d'intelligence artificielle et la vision pour détecter les obstacles mobiles et immobiles, le système d'effet tapis entre guillemets, vous pouvez faire, même si vous souhaitez, des motifs sur votre pelouse, une autonomie qui est très intéressante, une géolocalisation qui est parfaite, une rentrée à la base qui ne pose absolument aucun problème. On est sur un très bon produit. Entrée de gamme, je ne sais pas, oui, parce que ça monte jusqu'à 7000 € un robot tondeuse. Donc oui, on est réellement sur l'entrée de gamme, mais du très bonne entrée de gamme. Sachant que là, c'est le 800 m². Il existe également le 600 m², qui sont les nouvelles variantes en fait de ce Yuka Mini. Mais il existe aussi toujours le 500 et le 700 m². La différence entre ces quatre références, c'est le visuel parce que les 5 et 600 sont blancs et les 7 et 800 sont gris comme celui-ci. Mais c'est surtout l'autonomie. Le 500 et le 600 ont une autonomie bien moindre que le 700 et le 800. C'est la seule différence. Sinon, le fonctionnement entre les quatre produits est exactement le même. Donc ce test va s'appliquer à la fois aux 500, 600, 700 et 800. Donc j'espère que ce test vous a plu, vous a montré vraiment comment fonctionnait ce robot et ce dont il était capable. Vous pouvez également retrouver la version écrite de ce test sur notre site internet www.lesalexiens.fr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, donc là aussi vous êtes les bienvenus. À bientôt.